un F-15E de l'USAF abattu au-dessus de l'Iran. La force aérienne la plus puissante de la planète vient de perdre l'un de ses meilleurs appareils au-dessus du sol iranien. Le même matin, Trump a réclamé 5 billions de dollars pour une machine de guerre qu'il disait irrésistible. Mais quelqu'un a oublié d'en informer l'Iran, parce que ce F-15E n'est jamais rentré. Et un pilote américain est encore là-bas, quelque part dans le sud de l'Iran, pendant que les forces iraniennes resserrent l'étau. Le slogan se voulait invincible. Le champ de bataille, comme d'habitude, a refusé de lire le communiqué. Le 3 avril 2026, un vendredi matin qui avait commencé comme n'importe quel autre à Washington DC, mais avant la fin de la journée, le monde allait voir 2 manchettes côte à côte. 2 manchettes qui n'auraient jamais dû apparaître le même jour. Pourtant, elles étaient bien là, ensemble, racontant une histoire qu'aucun communiqué et qu'aucune déclaration officielle ne pouvait faire disparaître. La première manchette venait de la Maison-Blanche. L'équipe du président Donald Trump a dévoilé la proposition de budget de la défense pour l'exercice financier 2027. Le chiffre n'était pas en milliards. C'était pas quelque chose qu'une personne ordinaire pouvait facilement se représenter. C'était 5 billions de dollars. 5 billions de dollars pour l'armée des États-Unis. Ce seul chiffre est entré dans l'histoire avant l'heure du dîner. C'était la plus importante demande de budget de défense jamais présentée par un président américain dans l'histoire des États-Unis. Une hausse de 44% par rapport à ce que l'armée recevait déjà. Les dépenses militaires portaient à leur niveau le plus élevé de l'histoire moderne. Ce budget n'était pas un simple ajustement. C'était une déclaration. À l'intérieur de cette proposition se trouvaient 350 milliards de dollars de ressources additionnelles consacrées précisément à la production de munitions et à l'expansion de la base industrielle de défense des États-Unis. Des plans prévoyaient 34 nouveaux navires de combat et de soutien. Un financement initial était prévu pour ce que l'administration appelait le cuirassé de classe Trump. Une structure de défense antimissile appelée le Golden Dome y figurait aussi. Et chaque membre des forces armées des États-Unis devait recevoir une augmentation salariale de 5 à 7%. Des analystes à Washington ont commencé à éplucher les pages. Des membres du Congrès ont commencé à poser des questions. Des experts financiers ont commencé à calculer ce que cela signifierait pour la dette nationale américaine, déjà en hausse. Il y a toujours quelque chose d'étrangement théâtral à annoncer une force historique pendant que les comptables cherchent de l'aspirine. Le message de la Maison-Blanche était clair, les États-Unis ne ralentissaient pas, ils accéléraient. Ils bâtissaient la machine de guerre la plus puissante de l'histoire humaine, encore plus grande qu'elle ne l'était déjà. La justification avancée était directe. L'Amérique soutenait l'administration, faisait désormais face à l'environnement mondial le plus dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde avait changé. Les menaces avaient grandi. Et l'armée devait grandir avec elle. C'était la première manchette. Puis est venue la deuxième. Presque à la même heure où les analystes à Washington tentaient de mesurer ce que 1,5 billion de dollars signifierait pour la puissance américaine, quelque chose se produisait à 6000 milles de là, dans le ciel du sud de l'Iran. Un chasseur américain, F-15 Strike Eagle, tombait abattu par des tirs ennemis au-dessus du territoire iranien. L'un des appareils de combat les plus avancés jamais construits, opéré par la force aérienne, la plus puissante que le monde ait jamais connue, abattu au-dessus d'un pays qui, selon le président des États-Unis 48 heures plus tôt, n'avait plus aucun équipement antiaérien. 2 manchettes, le même matin, le même jour. L'une promettait l'avenir de la puissance militaire américaine. L'autre soulevait, discrètement, une question à laquelle personne à Washington n'était prêt à répondre. C'était une collision embarrassante entre l'image de marque et la gravité. Il existe une expression que les planificateurs militaires utilisent derrière des portes closes. L'espace aérien contrôlé. Cela signifie que le ciel vous appartient. Vos appareils volent. Vos pilotes reviennent. L'ennemi en bas regarde depuis le sol et ne peut rien y faire. Pendant 35 jours d'affilée, l'armée des États-Unis a cru qu'elle possédait le ciel au-dessus de l'Iran. Au jour 36, l'Iran a donné une autre réponse. Le F-15 Strike Eagle n'est pas un appareil ordinaire. C'est un chasseur multirôle biplace, bimoteur, tout temps, conçu pour aller vite, conçu pour frapper fort, conçu pour survivre. Il transporte un pilote à l'avant et un officier des systèmes d'armes juste derrière.
Ensemble, ils opèrent l'une des plateformes de combat les plus sophistiquées jamais mises en vol. Cet appareil en particulier opérait au-dessus du sud de l'Iran, près de la région de l'île de Cachemé, à proximité du détroit d'Ormuz. Un emplacement stratégiquement sensible. Un emplacement que les forces américaines avaient survolé des dizaines de fois auparavant, sans incident. Mais cette fois, c'était différent. Les forces iraniennes ont engagé l'appareil avec ce que les médias d'État iraniens ont décrit comme un nouveau système de défense aérienne déployé par la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. Un système dont les services de renseignement américains n'avaient apparemment aucune connaissance, un système qui, selon toutes les déclarations officielles venant de Washington, n'aurait pas dû exister. Les 2 membres d'équipage se sont éjectés. L'un a été secouru par les forces américaines et recevait des soins médicaux. La localisation et l'état du second membre d'équipage demeuraient inconnus, quelque part dans le sud de l'Iran. Apparemment, dans ce style de communication de guerre, déclarer une menace disparue est maintenant considéré comme un substitut au fait de l'éliminer réellement. Alors que les médias d'État iraniens offraient déjà des récompenses à tout citoyen qui pourrait capturer vivant un aviateur américain, les troupes iraniennes se déployaient rapidement dans la zone de recherche. Ce n'était plus seulement un incident militaire, c'était une crise. C'est ici que la chronologie devient profondément inconfortable pour l'administration. À peine 48 heures avant que l'appareil soit abattu, le 1er avril, le président Trump s'est adressé à la nation américaine dans un discours télévisé aux heures de grande écoute. Ces mots n'étaient ni prudents ni mesurés, ils étaient absolus. Leur marine a disparu, leur force aérienne a disparu, leurs missiles sont à peu près épuisés, ils n'ont plus d'équipement antiaérien, leur radar est anéanti à 100%, nous sommes irrésistibles. Anéanti à 100%. Aucun équipement antiaérien. Irrésistible. Ce n'étaient pas des notes de briefage en arrière-plan, c'étaient des mots prononcés directement au peuple américain par le commandant en chef des forces armées des États-Unis. Et 48 heures plus tard, un Squenze n'est jamais rentré. L'assurance est une chose, traiter la certitude comme un système d'armes en est une autre. Mais le Strike Eagle n'était pas le seul à révéler quelque chose ce matin-là. Le portrait complet des pertes aériennes américaines dans l'opération Epic Fury est beaucoup plus vaste que ce qu'un seul incident laisse croire. 3 F-15 ont été perdus par tir ami au début de mars. Un chasseur furtif F-35 a été touché par des tirs iraniens venus du sol et a effectué un atterrissage d'urgence. Un appareil d'attaque Addix Thunderbolt s'est écrasé près du détroit d'Ormuz le même matin que le Strike Eagle. 2 hélicoptères Black Hawk envoyés pour secourir l'équipage du F-15 ont été touchés par des tirs entrants. Au moins une douzaine de drones MQ-9 Reaper ont été perdus. Un avion ravitailleur cassé, un 3-5 s'est écrasé en Irak, tuant les 6 membres d'équipage à bord. Un appareil n'était pas censé tomber, mais la liste continue de s'allonger. Les éléments de langage continuaient de promettre la domination, l'inventaire, lui, déposait des objections. Il existe un type bien particulier de silence qui suit une contradiction. Pas le silence d'une pièce sans bruit. Le silence d'une pièce où tout le monde a entendu quelque chose et où personne ne sait vraiment quoi dire ensuite. Washington a connu ce silence le 3 avril 2026 et il était assourdissant. Pour comprendre où en est réellement l'opération Epic Fury aujourd'hui, il faut revenir au tout début. Pas aux appareils, pas au budget, mais aux mots. Parce que les mots, en temps de guerre, ont du poids. Ils fixent des attentes, ils font des promesses. Et quand le champ de bataille refuse de correspondre à ces promesses, l'écart entre ce qui a été dit et ce qui s'est réellement produit ne disparaît pas en silence. Il grandit chaque jour. À un certain point, même la rhétorique finit par avoir besoin de sa propre mission de sauvetage. Au début de mars, le président Trump a dit au public américain que la guerre serait terminée en 4 semaines. 4 semaines ont passé. La guerre ne s'est pas terminée. Le 1er avril, il a dit à la nation que les objectifs militaires approchaient de leur accomplissement, que le radar iranien avait été anéanti à 100%, que l'Iran n'avait plus aucun équipement antiaérien, que les forces américaines étaient, selon ses propres mots, irrésistibles.
Le 3 avril, 48 heures plus tard, un appareil de combat américain a été abattu au-dessus du territoire iranien par un système d'armes qui, selon toutes les déclarations officielles, n'existait plus. C'est pas une petite incohérence. C'est un schéma. Et les schémas, en temps de guerre, comptent davantage que les incidents isolés. Parce que l'Iran, après 36 jours de la campagne aérienne américaine la plus intense depuis la guerre du Golfe, n'est pas un pays brisé en attente de capitulation. L'Iran continue de lancer des missiles chaque jour contre Israël et les États du Golfe, sans interruption. L'Iran maintient le détroit d'Ormuz pratiquement fermé, l'une des voies maritimes les plus critiques de la planète. Les marchés pétroliers l'ont senti, les chaînes d'approvisionnement l'ont senti. Les gouvernements en Europe et en Asie l'ont senti. L'Iran a introduit dans le conflit un nouveau système de défense aérienne que les services de renseignement américains n'avaient ni anticipé, ni détecté, ni pris en compte. Et le 3 avril, le président du Parlement iranien a fait quelque chose de subtil mais impossible à manquer. Il a publié sur les réseaux sociaux une question publique demandant quel pays et quelles entreprises dépendent le plus des expéditions passant par le détroit de Bab el-Mandeb. Ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Parce que les Houthis, au Yémen, sont officiellement entrés dans ce conflit le 28 mars et ils contrôlent les deux rives de ce détroit. Un deuxième point d'étranglement, un deuxième point de pression discrètement placé sur la table. Puis il y a la question de l'argent. La fin rapide promise était maintenant entrée dans cette phase familière où l'échéance s'en va, mais les discours, eux, restent. L'opération Epic Fury ne coûte pas seulement des vies et des appareils, elle coûte quelque chose que les démocraties ont beaucoup de mal à soutenir indéfiniment. À elle seule, durant ces 6 premiers jours, la guerre a englouti environ 3 milliards de dollars. Au jour 36, la dépense totale est estimée entre 30 et 45 milliards de dollars. Et ces chiffres ne représentent que le début. Avant toute opération terrestre, avant toute nouvelle escalade, avant toute résolution du blocus d'Ormuz, avant tout démantèlement réel de l'infrastructure nucléaire iranienne, justement, l'ancien ambassadeur Jeffrey a noté cette semaine que les plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi de l'Iran demeurent enfouis, intacts, intouchés. L'objectif principal déclaré de l'opération Epic Fury était toujours là. Le lieutenant général à la retraite David Deptula, l'une des voix les plus respectées des États-Unis en matière de puissance aérienne, a livré une évaluation soigneusement formulée. Il a dit qu'un combat de haut niveau contre un système intégré de défense aérienne capable n'est jamais sans risque. Il a dit que ce qui distingue la puissance aérienne occidentale moderne, c'est pas l'invulnérabilité, mais la capacité de survivre, de pénétrer et de maintenir les opérations tout en gardant les pertes exceptionnellement faibles. C'était une déclaration professionnelle et mesurée. Elle contredisait aussi, directement et discrètement, chaque mot prononcé par le président 2 jours plus tôt. Les experts parlaient de survivabilité pendant que le discours politique vendait encore l'invincibilité. Un pays sans équipement antiaérien n'abat pas un Kinsey Strike Eagle, n'engage pas 2 hélicoptères Black Hawk pendant la mission de sauvetage qui suit, ne laisse pas le sort d'un militaire américain inconnu quelque part dans le sud de l'Iran pendant que les troupes ennemies se rapprochent. L'écart entre la rhétorique et la réalité n'est plus un écart, c'est un canyon. Et les canyons n'apparaissent pas du jour au lendemain, ils sont creusés par la répétition, le déni et un brefage triomphal de trop. L'histoire a l'habitude de placer côte à côte 2 choses qui n'étaient jamais censées être vues ensemble. Et quand cela arrive, quand 2 réalités occupent exactement le même moment dans le temps, le contraste entre elles n'a pas besoin d'explication. Il parle de lui-même. Le 3 avril 2026 a été ce genre de journée. D'un côté du monde, dans les corridors soigneusement contrôlés de Washington DC, l'administration Trump présentait au Congrès sa vision de la domination militaire américaine. 5 billions de dollars, le plus important budget de défense de l'histoire des États-Unis, un chiffre si immense que la plupart des êtres humains ne peuvent pas vraiment se le représenter. La proposition parlait de nouveaux cuirassés, de systèmes de défense antimissiles s'étendant dans le ciel américain, d'une armée si puissante qu'aucun adversaire sur Terre n'oserait la défier. C'était le genre de présentation conçue pour faire passer l'hésitation pour un manque de patriotisme et l'arithmétique pour un détail facultatif. Le langage entourant
Ce budget était confiant. Il était audacieux. Il portait le ton immistakable d'une nation qui se croit totalement hors d'atteinte. De l'autre côté, qu'à 6000 milles de là, dans le ciel du sud de l'Iran, un F-15U Strike Eagle tombait. Les deux choses se sont produites le même matin, à peu près à la même heure. La réaction de Trump à l'appareil abattu est arrivée rapidement. Elle est arrivée sur trousse sociale. Elle est arrivée avec un ton qui racontait sa propre histoire. Il a écrit que l'armée américaine, la plus grande et la plus puissante de loin, partout dans le monde, n'avait même pas encore commencé à détruire ce qui restait en Iran. Il a menacé des ponts. Il a menacé des centrales électriques. Il a menacé ce qu'il appelait une nouvelle direction du régime, en les avertissant qu'il savait ce qui devait être fait et que cela devait être fait vite. Les ponts, ensuite. Les centrales électriques, après. C'est le langage de l'escalade, mais c'est aussi autre chose. C'est le langage d'une campagne qui n'a pas atteint ce qu'elle promettait d'atteindre, parce que des dirigeants qui gagnent des guerres n'annoncent généralement pas que la vraie destruction n'a même pas encore commencé. Pas au jour 36, pas après avoir dit à leur nation à peine 48 heures plus tôt que le radar ennemi était anéanti à 100% et que la victoire était proche. Les mots ne s'emboîtent pas et le monde l'a remarqué. Pendant ce temps, la question publique du président du Parlement iranien sur le détroit de Bab el-Mandeb n'a pas été oubliée par ceux qui suivaient cela de près. Quand la première réponse à un revers consiste en une menace plus grande et une publication plus bruyante, cela commence à ressembler à du théâtre de campagne avec des conséquences militaires. Le détroit d'Ormuz est déjà pratiquement fermé. Les flux mondiaux de pétrole ont été perturbés. Les marchés de l'énergie en Europe et en Asie absorbent cette pression depuis plus d'un mois. Maintenant, un deuxième point d'étranglement était discrètement évoqué. Le détroit de Bab el-Mandeb. Ce passage étroit entre le Yémen et la Corne de l'Afrique, par lequel transitent chaque jour d'immenses volumes mondiaux de pétrole, de gaz naturel liquéfié, de blé, Hiz et Jingrais. Les Houthis au Yémen sont officiellement entrés dans ce conflit le 28 mars. Ils contrôlent les deux rives de ce détroit. Le président du Parlement iranien connaissait déjà la réponse à la question qu'il posait publiquement. Cette question n'a jamais été posée pour obtenir une réponse, elle a été posée pour être comprise. Et puis il y a l'enjeu qui se trouve au cœur de tout cela. La raison pour laquelle l'opération Epic Fury a commencé, le programme nucléaire iranien. L'ancien ambassadeur Jeffrey a confirmé cette semaine que plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi demeurent enfouis à l'intérieur des installations iraniennes. Intacts, intouchés. Exactement là où il se trouvait avant que le premier appareil américain n'entre dans l'espace aérien iranien il y a 36 jours. L'échéance sur Hormuz a déjà été prolongée à 2 reprises. Les objectifs déclarés ont changé à répétition, passant du démantèlement de l'infrastructure nucléaire iranienne à un changement de régime, puis de nouveau en sens inverse. Pour une campagne vendue comme décisive, elle a passé une quantité remarquable de temps à redéfinir ce que décisive était censé vouloir dire. L'échéancier promis par Trump au début de mars est depuis longtemps dépassé et un militaire américain reste introuvable quelque part dans le terrain hostile du sud de l'Iran, pendant que les troupes iraniennes inondent la zone de recherche et que les médias d'État diffusent des récompenses pour sa capture. L'évaluation du Kinsey Institute était précise et inconfortable. Un budget de défense de 1,5 billion de dollars, affirmait-il, encouragerait davantage de guerres sans but clair, alourdirait une dette nationale déjà en forte hausse et rendrait les Américains moins en sécurité, pas plus. C'est pas une déclaration partisane, c'est la description de ce qui se déroule visiblement. Une campagne sans fin de partie claire, un budget militaire sans condition de victoire définie, une guerre dont les coûts augmentent chaque jour pendant que ses objectifs demeurent sans réponse, un 5 billions demandé, un Quinze perdu, un Addix abattu, 2 Black Hawk endommagés, un pilote disparu, 400 kg d'uranium enrichi toujours enfoui, toujours là. Le jour 36 de l'opération Epic Fury ne se termine pas par une déclaration de progrès, mais par une mission de recherche et sauvetage au-dessus d'un territoire hostile et un président qui menace des ponts et des centrales électriques sur les réseaux sociaux. La machine de guerre grossit, les questions deviennent plus dures, et quelque part, dans le sud de l'Iran, un pilote attend toujours d'être retrouvé. Voilà le problème quand on gouverne par le spectacle. Tôt ou tard, le spectacle renvoie la facture.
Et la réalité exige d'être payé d'abord.